7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant des crypto-monnaies. Depuis la création du Bitcoin en 2008, ces monnaies virtuelles ont suscité à la fois fascination et débat. Leur ascension fulgurante a redéfini la manière dont nous percevons et utilisons la monnaie tout en posant les défis pour l'avenir. On en parle ce matin avec Danaya Leguevel qui co-animera cette table ronde. Bonjour Danaya. Bonjour Maud. Et nos deux invités, Philippe Erlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des questions monétaires, auteur notamment de Pouvoir d'achat, le grand mensonge et Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Et Florent Lucas, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes investisseur en crypto-monnaie depuis 2016, formateur et accompagnateur de plus de 800 investisseurs depuis 2021. Je vous passe la parole, Danaya Leguevel. Oui, alors avant de commencer cette table ronde, j'aimerais chacun vous poser une question pour que nos auditeurs puissent bien comprendre de quoi allons-nous parler. Donc si peut-être, je ne sais pas si chacun vous auriez pu expliquer en fait simplement en quelques mots qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et depuis quand cela existe-t-il. Florent Lucas. Ouais. Bon, moi je pense que je vais commencer à répondre pour le coup si ça vous dérange pas. Allez-y, allez-y. Donc, une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie qui n'est pas du tout palpable. Donc c'est une monnaie qui est 100% numérique. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la détenir entre vos mains comme une pièce de 2 euros, comme un billet également de 10 euros. Déjà d'une, ça c'est une chose à retenir. Ensuite également, ça a été inventé très exactement en 2009. Donc c'est juste après la crise des subprimes aux États-Unis. On a pu voir justement le début des crypto-monnaies avec la première crypto-monnaie qui aujourd'hui, enfin on en parle beaucoup d'ailleurs, c'est le Bitcoin. Voilà, la particularité des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est qu'on est sur un système qui est totalement décentralisé, où il n'y a pas du tout de tiers de confiance entre la personne A et la personne B qui va également recevoir la monnaie derrière. Donc si on peut parler également de ces choses, de cette décentralisation, c'est assez important, je trouve. Philippe Erlin, cette définition vous convient-elle ? Oui, tout à fait. Surtout le dernier aspect qui est le plus important, c'est une Allez-y. monnaie décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas une banque, une organisation qui existe et sur laquelle on pourrait mettre la main dessus ou que l'on pourrait hacker ou que l'on pourrait détruire ou quoi que ce soit. Ce qui fait que Bitcoin est, on va dire, indestructible, quoi. Il circule sur Internet. Est-ce que vous comprenez la méfiance justement de certaines personnes en fait Oui, parce qu'on est toujours méfiant face à des choses qu'on ne connaît pas et qui sont nouvelles et qui sont radicalement nouvelles, parce que Bitcoin est radicalement nouveau par rapport à ce qui se faisait avant en termes de monnaie, quoi. Florent, en tant qu'expert des crypto-monnaies, pouvez-vous nous dire quelles sont les plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui et quels sont leurs prix ? Alors, on a Bitcoin qui est aux alentours aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça varie assez souvent. Donc, je vais surtout parler en dollars, hein. Moi, je parle beaucoup en dollars pour le coup et pas forcément en euros. Donc, on est aux alentours des 63 000 dollars, si je ne me trompe pas. Ethereum également, alors je ne me souviens plus très bien du prix de l'Ethereum actuellement, qui est la deuxième meilleure crypto-monnaie au niveau du marché. Ensuite, voilà, ça se bat un petit peu à chaque fois, hein. Il faut savoir que à chaque cycle aussi, on a un petit peu des crypto-monnaies qui vont rentrer dans le top 100 ou en sortir. On a Solana également qui est assez connu. Bon, je vais parler de ces trois crypto-monnaies-là parce qu'ensuite, ça change assez souvent, quoi. Philippe Erlin, pour nous donner un ordre d'idée, que représentent les crypto-monnaies dans le monde ? En fait, ce qu'on peut voir aussi au-delà du cours, parce qu'il est très volatile, c'est la capitalisation, quoi. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, ça pèse à peu près 1300 milliards de dollars. Ah oui. Ce qui est en fait, à l'échelle de la planète financière, c'est pas beaucoup, hein. Si on prend le volume de l'or, c'est à peu près 12 000 ou 13 000 milliards, donc c'est 10 fois plus petit que l'or. La dette fédérale américaine, c'est 34 000 milliards. Et puis si on commence à prendre le marché action, le marché obligataire, c'est des sommes encore plus importantes. Donc Bitcoin est encore petit. C'est pour ça que je dis qu'on peut encore investir aujourd'hui et qu'on est au début, en fait. On est encore on est au début de l'aventure Bitcoin. Parce qu'il peut très bien arriver à la taille de l'or, c'est-à-dire faire x10, quoi. Voilà, encore dans les années qui viennent, quoi. D'accord. Et pour que tout le monde comprenne bien, n'importe qui peut investir dans les crypto-monnaies ? Alors oui, c'est justement l'avantage, c'est que c'est ouvert à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont pas de compte bancaire, parce que il y a des pays émergents, il y a un tiers de la population mondiale qui n'a pas de compte bancaire, mais ils ont quasiment tous un smartphone, donc ils peuvent investir en crypto-monnaie et l'utiliser comme moyen de transaction. Il y a beaucoup de pays émergents où la monnaie est complètement défaillante, avec de l'hyperinflation, avec du contrôle d'échange.
Et pour ces gens-là, les cryptos, Bitcoin, c'est une possibilité. Voilà. Et on voit que dans beaucoup de pays émergents, c'est utilisé comme monnaie de transaction, alors qu'en Europe et aux États-Unis, c'est plutôt un placement, parce que nous, on n'a pas besoin de l'utiliser dans la vie courante. Avec l'euro ou le dollar, c'est des monnaies qui fonctionnent quand même, donc on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est un placement. Mais il y a beaucoup de pays émergents où c'est utilisé, en Amérique du Sud, en Afrique. Au Liban, tout leur système bancaire est tombé, donc ceux qui ont des cryptos au Liban, ils s'en tirent. Voilà. Donc pas encore en France. Mais si on reprend cette table ronde juste après le bulletin d'actualité, il est quasiment 8 heures. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Danaïa Le Guével, c'est à vous. Oui, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Erlin, comment les récentes annonces des grandes entreprises acceptant les paiements en crypto-monnaie influencent-elles l'adoption et la perception du grand public à leur égard? Donc, j'ai mené mes petites recherches et j'ai vu que Amazon, Ikea, Microsoft, entre autres, aujourd'hui acceptent le paiement en crypto-monnaie. Donc, quel est votre avis là-dessus? Ça joue beaucoup, ça a joué beaucoup en 2021, notamment quand Elon Musk a annoncé que Tesla allait pouvoir accepter les paiements en Bitcoin. Et donc, comme c'est une personnalité qui est mondialement connue, il a carrément provoqué une hausse du cours, parce que plein de gens qui connaissaient pas ou qui n'étaient pas convaincus par Bitcoin se sont dit, si Elon Musk en parlant bien, ça veut dire que c'est bien, voilà, donc ça a fait un mouvement. Ensuite, oui, maintenant, tous les entreprises peuvent accepter, mais en fait, d'ores et déjà, il y a même des systèmes comme avec Mastercard ou Visa, où vous pouvez en fait mettre vos cryptos dessus, en fait, quoi. Il y a plein de services qui commencent à naître, et vos cryptos sont transformés en euros ou en dollars au moment du paiement. Donc en fait, d'ores et déjà aujourd'hui, on peut utiliser ces cryptos dans tous les magasins ou sur Internet, quoi. Florent Lucas, c'est un sujet tabou pour l'instant en France ou pas, les crypto-monnaies? Complètement, dans le sens où c'est pas assez démocratisé, dans le sens où on investit dedans, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement par la suite? Ok, on fait de la rentabilité dessus, mais comment on peut utiliser également cette crypto-monnaie dans l'économie actuelle? C'est encore une fois un vrai problème. Il y a pas mal de flou également derrière tout ça. Ok, on peut utiliser aujourd'hui ces crypto-monnaies avec une carte bancaire, mais est-ce que la conversion de crypto-monnaie en euros qui se fait lors du paiement, elle est imposable derrière? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toute revente de crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, il y a une imposition en France de 30% environ, si on prend la flat tax. Donc il y a pas mal de flou. Également que les investisseurs, on va dire, quand ils achètent des crypto-monnaies, ils vont plutôt conserver leurs cryptos que vraiment les dépenser dans l'économie actuelle. Ok. Ça sert à quoi de conserver sa crypto-monnaie? En fait, c'est parce que ça monte. Donc, moi, je conseille, c'est dépenser. Moi, je suis vraiment novice, j'y connais rien. Dépensez vos euros et gardez vos bitcoins. Voilà, parce que c'est une vieille formule d'un économiste du Moyen-Âge qui disait la mauvaise monnaie chasse la bonne. Hein. Donc, les monnaies dévaluées, il faut dépenser ces monnaies dévaluées et garder les bonnes monnaies. On garde l'or et on dépense les monnaies en cuivre ou autre au Moyen-Âge. Bon, donc la version actuelle, c'est dépenser vos euros et garder vos bitcoins. Quoi. Très bien. Danaïa. Mais justement, en parlant des crypto-monnaies en France, donc, est-ce que vous savez plus ou moins que représente la crypto-monnaie en France aujourd'hui? Comment le public et l'opinion publique en fait réagit face à cela? Et est-ce que l'État français finalement est-il favorable aux crypto-monnaies quand on voit cette forte imposition? Est-ce qu'il y a peut-être des lois qui vont être, qui sont en projet ou qui sont déjà d'actualité? En fait, l'imposition, c'est celle des autres actifs. C'est 30% de la plus-value. C'est pareil pour l'immobilier, les actions. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas reporter d'une année sur l'autre. Si on fait une perte une année, on ne peut pas reporter l'année suivante, alors qu'on peut le faire sur d'autres actifs. Mais globalement, c'est bon, 30% de la plus-value. C'est pour l'or aussi, c'est pareil, quoi. Bon, l'or, ça diminue progressivement sur 20 ans, ce qui n'est pas le cas des cryptos. Mais voilà. Alors ensuite... En termes de diffusion, il y a une étude qui est faite tous les ans par l'ADAN, qui est l'organisme professionnel, et KPMG. On voit que la proportion de Français qui détiennent ou qui s'intéressent aux crypto-monnaies augmente. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est à peu près entre 10 et 15% de Français qui possèdent des crypto-monnaies, quoi, voilà. Oui, et c'est un chiffre en augmentation. Voilà, donc et les gens qui en entendent parler aussi, c'est encore plus large, donc c'est en croissance assez forte. Quand on regarde au niveau mondial, c'est un taux de croissance
qui fait un peu penser à Internet au début. Oui, Voilà, c'est ça, donc, c'est vrai que beaucoup comparent Internet voilà. et la crypto-monnaie aujourd'hui. Et Florent, Mm. justement, je sais que vous êtes du coup accompagnateur et formateur de plusieurs centaines de personnes actuellement sur le Ouais. sujet de la crypto-monnaie. Donc, comment vous réagissez face à cela? Enfin, vous êtes directement confronté à des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent en savoir plus. Quelle tendance peut-être vous voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des plus âgés? À qui vous adressez-vous plus particulièrement? Alors au tout début, quand j'ai commencé en 2016, vers les années 2020, on a pu voir un certain nombre de jeunes, hein, on va pas se le cacher. Et depuis qu'on a eu ce fameux mouvement haussier de 2021, 2020-2021, on voit beaucoup plus de personnes qui ont, disons, la trentaine, quarantaine même également. Donc c'est un petit peu de tous les âges, mais beaucoup plus dans les jeunes, effectivement, parce que les jeunes ont cette adhérence au risque qui est beaucoup plus élevée que quand on commence à avoir des choses dans la vie quand on a 30 ans ou 40 ans, voilà. Est-ce que ouh là là, attendez, j'ai perdu ma question. Je vais vous... Oui, est-ce que la crypto-monnaie a un impact sur l'économie mondiale? Ça a un impact dans la mesure où c'est un nouveau secteur qui est très créateur d'emplois. Car il ne faut pas réduire Bitcoin et les cryptos à des produits spéculatifs qui permettent de gagner de l'argent, même si c'est le cas. Mais si on veut investir dedans, il faut aussi passer du temps pour comprendre comment ça marche et se rendre compte qu'il y a un écosystème qui se développe. Il y a plein de services autour qui se développent sur Bitcoin, sur Ethereum. Ethereum, c'est plutôt les services blockchain, donc il y a plein de services financiers qui peuvent être créés à partir sur la blockchain Ethereum. Il y a par exemple des stablecoins, parce que si on a peur de la volatilité, il y a aussi des cryptos. Alors par exemple l'USDT, le Tether ou l'USDC. Un USDC égale $1. Voilà, donc ça permet d'échanger des dollars ou de placer une partie de ces cryptos en dollars. Donc là, on revient à quelque chose de stable. Et puis ça sert aussi d'outil de paiement pour les gens qui veulent une monnaie à peu près solide dans des pays où ils peuvent pas forcément ouvrir un compte en dollars. Donc voilà, donc ça apporte plein de services. Il y a tout un écosystème, donc c'est très créateur d'emplois. Ceux qui cherchent du boulot, ils peuvent aller sur le site de l'ADAN, ADAN, qui est l'organisme français, le syndicat professionnel français qui regroupe à peu près toutes les sociétés françaises actives dans le secteur. Et puis, voilà, s'ils veulent travailler dans des boîtes, dans un secteur en croissance, il n'y en a pas forcément tant que ça en France, et ils peuvent regarder ce côté-là. Voilà. Et puis, c'est aussi un produit d'épargne, donc ça permet à beaucoup de gens d'avoir un produit d'épargne en plus, un produit d'épargne où l'avantage, on sort de l'euro, on sort des banques, on sort de l'État, parce que vous entendez Bruno Le Maire qui s'intéresse à notre épargne, voilà, il voudrait, donc si vous n'avez pas trop confiance dans Bruno Le Maire, si vous n'avez pas trop confiance dans Christine Lagarde, voilà un outil dans lequel, un actif dans lequel vous pouvez investir pour vous éloigner de ces personnes-là, quoi, voilà. Donc c'est à garder à l'œil, quoi. A réagi face à l'émergence de la crypto-monnaie? Au début, comme tous les États, au début, c'était pour acheter de la drogue et financer les terroristes, quoi. C'est très mauvais. Mais pourquoi leur discours a été mauvais? Parce que ça concurrence les banques centrales. Quand l'État et la banque centrale ont l'euro ou le dollar, ils contrôlent tous les flux financiers, quoi. Et puis il y a un nouveau venu qui débarque là sur Internet, on ne sait même pas qui l'a fait, Satoshi Nakamoto, mais c'est un mec qui a disparu, on ne sait pas. Voilà. Oui, l'histoire du créateur est quand même assez. Le créateur, on ne l'a jamais vu et il a disparu en 2011, quoi. Donc c'est un truc bizarre. Mais de toute façon, le fait qu'il ait disparu, c'est pas un problème parce que le code Bitcoin, il est open source, c'est-à-dire tout le monde. N'importe quel informaticien peut l'auditer, il n'y a pas de partie secrète, quoi. Voilà. Donc c'est le fait qu'il ait disparu ou qu'on ne sache pas qui c'est, ça n'a aucun problème. Même s'il réapparaît comme par magie, ça changera rien au problème. Et donc c'est un concurrent qui vient directement sur le terrain de la monnaie, qui est vraiment une compétence fondamentale de l'État, quoi. Donc au début, ça ne leur plaît pas. Maintenant, c'est un peu contre mauvaise fortune bancaire. Ils se rendent compte que ça crée des emplois et qu'on ne peut pas aller contre, parce qu'il faudrait couper Internet pour couper un Bitcoin. Donc c'est un peu compliqué à supprimer, quoi. Voilà. Il n'y a qu'en Corée du Nord où il n'y a pas de Bitcoin. Partout ailleurs, ça circule. Dans tous les pays? Dans tous les pays. Du moment que c'est connecté à Internet, ça circule. Justement, la Corée du Nord, ils ne sont pas sur Internet. Ils ont une sorte d'intranet. Donc c'est le seul pays où ça ne circule pas. Voilà. Très bien. Enfin, très bien. Florent Lucas, les crypto-monnaies, est-ce que vous considérez-vous aujourd'hui que les crypto-monnaies peuvent être un refuge en cas de crise financière? Je suis pas forcément d'accord pour l'instant. Dans le simple fait que moi, j'analyse beaucoup les mouvements de capitaux au sein de l'économie. Et si on compare par exemple le Bitcoin par rapport à l'or, les variations de marché sont complètement différentes. Aujourd'hui, le Bitcoin est beaucoup plus
en synchrose avec, par exemple, le S&P 500. Aujourd'hui, un ETF qui qui est basé sur les 500 plus grosses entreprises qui sont cotées sur le marché américain, donc des actions, des actifs à risque en fait. Donc pas forcément sur une crise en elle-même. Donc pour moi, c'est complètement différent parce que les investisseurs en fait le considèrent pas ainsi. Et si les investisseurs le considèrent pas ainsi, bah forcément derrière la variation de cet actif ne peut pas correspondre à un actif refuge, du Mm. moins l'État. Mm. Justement, Florent, on voit aujourd'hui que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, participe à la généralisation des crypto-monnaies en proposant à leurs clients d'investir sur ce marché. Quel impact cela a-t-il dans la diversification des portefeuilles d'investissement? Et en fait, pouvez-vous nous expliquer aussi en quelle différence peut-on faire entre le marché de la bourse et le marché de la crypto-monnaie tout simplement aujourd'hui? Ouais. Bah, aujourd'hui, le marché boursier est un marché qui est entre les mains d'une certaine centralisation, on va dire. Voilà, après, la différence avec la crypto-monnaie, c'est qu'en soi, la crypto-monnaie, aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup de crypto, mais je pense il faut beaucoup plus parler de technologie qui se trouve derrière, parce qu'en soi, la réelle utilité dans le futur, ça sera la technologie qui se trouve derrière, c'est-à-dire la technologie de la blockchain qui est différente de crypto-monnaie en crypto-monnaie. Donc ça, aujourd'hui, c'est la réelle différence entre le marché boursier et le marché des crypto-monnaies. Sinon, après, en termes de manipulation de ces actifs pour acheter ou pour vendre, c'est quasiment la même chose, hein. En bourse, on a des plateformes pour acheter, donc, par exemple, des actions, tout actif boursier. En crypto-monnaie, on a des plateformes d'exchange qui permettent d'acheter justement des crypto-monnaies. Donc là, la fonctionnalité, quand même, derrière, en termes d'acquisition, elle est quasiment un petit peu la même. Philippe Perlin, quel est l'impact de la géopolitique et des conflits armés, s'il y en a un, sur le marché des crypto-monnaies et sur leur utilisation? Bah, comme c'est un actif de refuge, alors je suis pas d'accord avec. Je viens de dire, moi, le Bitcoin est un vrai actif de sauvegarde en cas de crise. Justement parce que vous sortez des banques et vous sortez de l'euro, quoi. Et vous êtes votre propre banque. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter d'acheter du Bitcoin sur une place de marché parce que cette place de marché peut faire faillite. Mais l'avantage du Bitcoin, c'est que vous pouvez en récupérer la propriété sur une clé Ledger, hein, qui est le leader mondial, qui est française d'ailleurs, hein, qui est une sorte de petite clé USB avec un écran et deux boutons, et vous branchez ça sur votre ordi, et vous êtes propriétaire. Si la plateforme sur laquelle vous avez acheté Bitcoin fait faillite, vous avez la propriété de vos Bitcoins. Donc c'est extrêmement résilient, même plus que l'or, parce que l'or, bah, il faut le transporter, et puis vous ne pouvez pas payer avec, alors que Bitcoin, oui. Donc oui, alors comme c'est un actif refuge, même s'il est volatile, mais il est refuge à long terme, on va dire, hein. Voilà, il ne faut pas l'acheter alors que l'or est plus stable. Donc moi, je considère ces deux placements complémentaires, en fait. Voilà. Mais c'est un actif refuge, donc il est sensible à tout ce qui se passe dans l'économie, que ce soit les crises géopolitiques, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit l'évolution du marché boursier. On remarque sur certaines périodes, c'est assez connecté au cours du S&P 500 ou du Nasdaq. Pardon, ou du Nasdaq. Bon, voilà. Mais ça dépend, enfin, c'est pas forcément depuis toujours connecté au marché boursier, hein. Parfois, c'est connecté. Ça dépend. Par exemple, en cas de crise, on a vu la crise quand il y avait crise géopolitique, l'attaque de l'Iran, le cours de l'or a grimpé et le cours du Bitcoin s'est effondré, quoi. Ce qui est assez bizarre. Bon, voilà, mais donc les réactions, on comprend pas toujours les réactions de Bitcoin aussi, hein. Il faut aussi être modeste, hein, voilà. Voilà. Est-ce que vous considérez que les crypto-monnaies peuvent renforcer ou au contraire affaiblir la souveraineté d'un État économique, la souveraineté économique des États? Alors, ça l'affaiblit si l'État gère mal sa monnaie. Oui, voilà. En fait, oui, et heureusement que Bitcoin existe parce que c'est une plateforme de secours, on va dire. Si les États étaient restés bien gérés, si les États étaient restés dans l'état or, dans le système de Bretton Woods, hein, duquel est sorti les États-Unis, Richard Nixon, le 15 août 1971, si on était resté dans un système d'état or, bon, Bitcoin serait sans doute apparu, mais il vaudrait beaucoup moins cher. S'il vaut aussi cher aujourd'hui, c'est parce que les banques centrales, la BCE, la Fed, font de la planche à billets. Et il y a des déficits budgétaires qui sont gigantesques. Donc il y a une émission d'obligations d'État. Une partie est achetée par la Banque centrale. Il y a à peu près le quart de la dette de la France qui est achetée par la Banque de France. C'est-à-dire c'est un système qui tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça, c'est très mauvais. Et puis ça fait de l'inflation. Tout le monde le voit aujourd'hui, quoi. Donc heureusement que Bitcoin existe. C'est une solution de sécurité et de secours pour beaucoup de gens, voilà.
D'ailleurs. Pour finir sur l'État et la crypto-monnaie aujourd'hui, Florent Lucas, pouvez-vous nous dire quels sont les exemples de pays qui ont adopté une position favorable aux crypto-monnaies et qui l'ont intégré dans le schéma étatique? Je sais que le Salvador notamment est très favorable et, par rapport au Bitcoin notamment. Exact. Moi, je serais resté principalement sur le Salvador. Après, différents pays commencent à intégrer la crypto-monnaie. Après, c'est intégré avec des lois. De toute manière, si on veut que les crypto-monnaies soient distribuées au grand public, il faut un système de loi derrière. Donc ça, c'est obligatoire. Sinon, malheureusement, ça poussera à des exagérations et pour le coup, il y aura quand même beaucoup de perdants par rapport aux gagnants. Et puis, il faut surtout en fait inclure aujourd'hui la crypto-monnaie dans l'économie actuelle, ce qui n'est pas du tout fait actuellement. Voilà. Et si cette part grossit, forcément, ça aura un impact sur l'économie et ça doit répondre justement à l'économie qu'on a aujourd'hui. Sinon, ça peut déstabiliser en fait tout simplement un système économique. On va pas se le cacher. Philippe Voilà. Erlin, peut-être un mot là-dessus aussi. Bah, déstabiliser, non. Enfin, déstabiliser, non. Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité, quoi. Voilà, une opportunité, l'écosystème lui-même, et puis le fait que les gens puissent mettre une partie de leur épargne en crypto et en or, que moi je conseille, hein, mettez une partie de votre épargne en crypto en Bitcoin et en or, hein. Sachant que c'est un placement à long terme, parce que comme Bitcoin est très volatile, je dis, pour moi, l'horizon de placement, c'est 3-4 ans minimum. Voilà. Ah, ok. Mais à ce moment-là, vous serez gagnant, quoi. Voilà. Et l'or aussi, l'or, on voit qu'il monte en ce moment, hein, depuis plusieurs mois, à la faveur de l'inflation et des tensions géopolitiques. Voilà. Donc, c'est des actifs, c'est des placements qu'il faut prendre en considération, surtout quand on regarde le reste, ça ne paye pas trop, quoi. Alors, les actions montent, mais en fait, c'est quelques actions qui montent, hein. Dans le CAC 40, c'est les groupes de luxe. Dans le marché américain, le S&P 500, c'est 7 entreprises de haute technologie. Voilà, en dehors de ça, ça monte pas tellement, quoi. Et donc, l'or et le Bitcoin, voilà, c'est des placements à prendre en considération pour moi, vraiment, quoi. Florent Lucas, vous vouliez réagir? Ouais, moi, je reste persuadé que le Bitcoin aujourd'hui n'est pas du tout un actif refuge, parce que si on regarde l'or qui est un actif refuge, les variations de marché sont complètement différentes. Quand l'or augmente, le Bitcoin n'augmente pas. Quand on a eu le Covid en 2020, le Bitcoin a baissé. Pour le coup, l'or n'a pas baissé. Après, effectivement, sur de l'ultra long terme, je suis totalement d'accord, hein, que le Bitcoin est une opportunité en termes de refuge, parce qu'aujourd'hui, il faut surtout comprendre que le Bitcoin, c'est seulement 21 millions de jetons qui seront émis, distribués sur le marché. Et vu qu'on a cette offre qui n'augmente pas, forcément, ça sera très convoité à l'avenir. Et ça deviendra forcément, du moins, hein, je l'estime et je pense, si rien n'arrive d'ici là, on peut pas savoir l'avenir malheureusement, un actif qui est refuge. Mais effectivement, aujourd'hui, cet actif est très corrélé aux autres marchés à risque qu'on a, le marché des actions, toutes ces choses-là. Donc après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le S&P 500, dans ce cas-là, est un actif refuge? Vous réagissez ou pas? Ouais. Philippe? Non, mais je suis d'accord, on a- actif refuge à long terme. Ouais, alors, Ouais, mais à court terme, très volatile, donc il faut le savoir, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé des atouts, des aspects positifs. Quels sont les principaux risques associés à l'investissement dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'il y en a? Oui, le risque, c'est de ne pas prendre le temps de comprendre comment ça marche. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils achètent du Bitcoin à 5 000 euros, ça atteint 10 000, ils le revendent en se disant c'est super, j'ai gagné 5 000 euros. Bah non, si tu l'avais gardé, t'aurais 60 000 euros aujourd'hui, quoi. Donc, et j'ai connu des gens comme ça, j'en ai vu. Donc, il y en a aussi, ils achètent, ça baisse de 20%, ils disent c'est la catastrophe, je vends. Ouais. Bah non, parce que à long terme, vous serez gagnant, quoi. Donc, c'est comme tout actif, hein, mais c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour les actions, c'est pareil pour l'or. Il faut prendre du temps pour comprendre comment ça marche. Et si on n'est pas convaincu, on n'y va pas. Et si on est convaincu, moi je dis que Bitcoin, alors plus que l'or, mais Bitcoin a une marge de progression plus importante, et ben il faut prendre des risques pour mettre une part importante de son patrimoine. Il ne faut pas dire je vais mettre 1000 balles ou 5 000 pour voir, parce que même si ça fait x10, ça va pas changer votre vie, quoi. Moi je dis, voilà, si on y croit, il faut y aller, parce que c'est une opportunité, comme on n'en croise pas beaucoup dans sa vie, quoi. Voilà. J'aimerais rebondir là-dessus. Oui, justement, c'est comme dans tout marché financier. Selon moi, en fait, il faut acheter quand tout le monde a peur et quand personne n'en parle, et en fait vendre au moment où tout le monde en parle. Comme on dit, lorsque votre coiffeur commence à vous parler de crypto-monnaie,
vaut mieux vendre en général. Ça veut dire que tout le monde. Moi, je dirais qu'il faut même pas vendre. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des cycles. Quand on regarde, en fait, justement, En avec le fonction des halving, cycles, oui, justement. le halving, donc qui a eu lieu samedi dernier. Hein, Oui, justement, le je ne 20 vous ai pas avril. posé la question, mais Voilà. oui, on aurait pu rebondir là-dessus. Justement, Ouais. ce samedi 20 avril, il y a eu le halving du Bitcoin. Pouvez-vous, est-ce que Alors, l'un c'est ou la l'autre, vous pouvez récompense qui est expliquer, offerte aux mineurs parce que les transactions sont validées, alors pas une par une, mais par bloc. Et ça a lieu toutes les 10 minutes, à peu près, plus ou moins. Et tous les 210 000 blocs, et 210 000 blocs multipliés par 10 minutes, ça fait à peu près 4 ans. C'est pour ça que c'est à peu près 4 ans, mais c'est pas 4 ans de façon calendaire, quoi. Et bien, la récompense est divisée par 2. Donc, on a commencé à 50 bitcoins, 25, 12,5, 6. Et là, on est à 325 qui sont donc créés toutes les 10 minutes et offerts aux mineurs, aux premiers mineurs qui minent, qui valident un bloc de transaction. Voilà. Et c'est de cette façon-là qu'on va plafonner à 21 millions. Voilà. Parce qu'on va diviser. Alors, vous allez me dire quelle va être la motivation des mineurs quand ce chiffre va tendre vers 0. Eh bien, ils touchent ces bitcoins qui sont créés à cette occasion, mais ils touchent aussi les frais de transaction de chacune des transactions. Donc, il y aura toujours un intérêt pour les mineurs à faire ce travail de validation qui leur coûte de l'argent en matériel et en électricité. Voilà. Et on voit que les halvings déterminent des cycles à peu près. Enfin, alors, le passé ne préjuge pas du futur, mais à chaque fois qu'il y a un halving, on voit que dans les mois qui précèdent et les mois qui suivent, il y a une hausse du cours assez régulière, en fait. Et puis ensuite, genre plus ou moins un an après la date du halving, on part en bulle. Donc là, le cours se met à Qu'est-ce monter. qu'en bulle pour nos auditeurs? En bulle, c'est-à-dire le cours se met à monter de façon parabolique. Hein. Si on prend la dernière belle bulle, parce qu'en 2021, il y a eu 2 pics. Bon, mais en décembre 2017, hein, on commence l'année en janvier à 1 000 euros. On est à 4 000 l'été et on monte à 17 000 euros en décembre 2017. Et ensuite, il y a un crack monstrueux, alors, comme à chaque fois, où il y a une baisse de l'ordre de 80%. Donc là, il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut se dire, je bouge pas, je garde, voilà. Et ensuite, au cycle d'après, on monte d'un niveau. Et donc, même si vous avez acheté un peu cher dans un cycle, en attendant 4 ans, vous êtes en fait quasiment certain d'être dans le vert, quoi. Même si pendant 2 ou 3 ans, vous pouvez être dans le rouge, et là, il faut tenir, quoi, voilà. Donc, il y a des grands cycles comme ça qui sont déterminés par le halving. Donc là, voilà, on peut prévoir que si ça se passe comme les précédents halvings, on va continuer de monter tranquillement au cours de l'année. Puis fin de l'année ou premier semestre 2025, on peut partir dans une bulle, ou alors 2 bulles comme en 2021, il y a eu 2 pics, hein, ou une belle bulle comme en décembre 2017, ou décembre 2013 aussi, avant un crack et un bear market, enfin un marché baissier pendant 2 ans, quoi, voilà. Avant de repartir, le prochain halving, ce sera 2018. Voilà. Donc, il faut avoir cette vue-là et ce cycle-là de 4 ans à l'esprit quand on investit. Voilà. Florent Lucas, vous êtes investisseur depuis des années. Pouvez-vous nous dire quelles opportunités peuvent être offertes par ce marché? Justement, on parlait de hausse régulière, et quelles sont peut-être les opportunités dont vous-même peut-être avez bénéficié? Il y en a différentes, ça dépend sur quel type de crypto-monnaie on va investir en fait. Il y a aujourd'hui des crypto-monnaies comme Bitcoin où là on peut l'utiliser comme un investissement de bon père de famille. C'est ce qui pouvait être dit tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes. Aujourd'hui on peut diversifier son portefeuille en investissant une partie dans le Bitcoin pour effectivement augmenter les fluctuations de son patrimoine, ça c'est vrai. Et il y a également des opportunités où là, on peut partir, par exemple, hein, en toute honnêteté, d'une somme inférieure à 10 000 euros et à la fin d'un cycle haussier, arriver à plus de 100 000 euros. Voilà, c'est 100% faisable. Moi, j'ai déjà fait certains coups où j'ai fait des crypto-monnaies, par exemple Matic à x70 en 6 mois. Une dernière également le mois dernier où j'ai eu une crypto-monnaie où j'ai fait x20 en l'espace de 3 semaines. Donc il y a vraiment 2 types d'investissement dans les crypto-monnaies. On peut beaucoup spéculer, où là on peut avoir des grosses rentabilités, mais par contre faut vraiment avoir des connaissances, sinon malheureusement on peut perdre pas mal quasiment une bonne partie de son argent. Ou alors on peut ici investir en mode un peu patrimoine. On va mettre un petit peu de l'argent tous les mois dans du Bitcoin par exemple, qui effectivement sur du long terme devrait augmenter et sera largement plus performant que de l'ETF ou alors de l'or ou quelconque actif boursier.
Merci à tous pour cette table ronde. Merci Philippe Herlin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des questions monétaires, auteur notamment de Pouvoir d'achat, le grand mensonge et Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Florent Lucas, merci également. Vous êtes investisseur en crypto-monnaie depuis 2016, formateur et accompagnateur de plus de 800 investisseurs. Et merci Danaïa Le Guével, parce que sans vous, j'étais perdue. Sachez-le. Merci beaucoup.